Bonjour Manuel Bompard. J'ai envie de dire qu'on va d'abord parler avec le député de la circonscription des Bouches-du-Rhône. Demain aura lieu la marche blanche, demain après-midi, en hommage à Mehdi Kessassi, le frère d'un militant écologiste, Amine Kessassi, figure de la lutte contre le narcotrafic à Marseille. Vous y serez à cette marche blanche ? Oui, bien sûr, et j'espère que les Marseillaises et les Marseillais seront nombreuses et nombreux. Je pense que c'est très important de montrer que la population marseillaise ne se laisse pas faire et qu'elle exprime son soutien, sa solidarité, comme je veux le faire évidemment moi aussi, à la famille de Mehdi Kessassi, à Amine en particulier, mais aussi à tous ses proches. Alors on ne sait pas encore complètement qui sera là politiquement parlant. On sait qu'Olivier Faure sera là, Marine Tondelier, Fabien Roussel, donc vous. On verra s'il y a des ministres qui viendront. Il y en avait deux hier à Marseille, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux, un an presque jour pour jour après la venue de M. Migaud et M. Retailleau, qui était garde des Sceaux et ministre de l'Intérieur du gouvernement Barnier, qui avait lancé à l'époque la lutte contre le narcotrafic comme une grande cause nationale, avec entre autres la création d'un parquet à l'image du parquet antiterroriste. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite lorsque Gérald Darmanin dit que la menace est, on va dire, à l'équivalent de la menace du terrorisme ? Écoutez, moi je suis député de Marseille depuis maintenant 2022. Et malheureusement, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'un nouveau ministre de l'Intérieur ou de la Justice est nommé, il se déplace à Marseille, il vient faire des annonces, et puis quand le ministre s'en va, souvent les annonces, elles partent avec. Et donc moi maintenant, je dis, évidemment, je suis triste comme beaucoup de Marseillaises et de Marseillais, mais je suis aussi en colère, parce que j'ai l'impression que depuis des années et des années, on dit la même chose, on fait des annonces, on fait des déplacements spectaculaires, mais que la situation, elle n'évolue pas. Et donc maintenant, il faut un changement de doctrine complet. Il faut que les moyens nécessaires dans la lutte contre la criminalité organisée soient enfin au rendez-vous. C'est quoi ces moyens-là ? C'est d'abord investir davantage dans ce qu'on appelle la police judiciaire, c'est-à-dire les effectifs de police qui sont en charge de s'attaquer à ce qu'on appelle le haut du spectre, c'est-à-dire remonter les filières, remonter les réseaux. Plus que de gens sur le terrain, que de policiers sur le terrain, parce qu'on dit qu'il en manque, que ça a diminué depuis 2017, même si ça remonte, et que la Cour des comptes parle d'un manque de 190 policiers sur le terrain. Bien sûr qu'il faut aussi des policiers sur le terrain, mais il faut de la police de proximité, il faut des effectifs qui sont présents au quotidien. Il faut un peu tourner la page de ces opérations spectaculaires qu'on a connues il y a quelques mois, ces Place Net XXL, où on vient sur un point de deal pendant une journée, et puis quand on s'en va, le point de deal, il se réinstalle. Et il faut arrêter de faire croire aux gens que c'est en s'attaquant au bas du panier qu'on va résoudre le problème. Il faut attaquer le haut du spectre, et ça, c'est des effectifs spécifiques. Vous savez, il y a quelques jours, y compris les syndicats de police disaient qu'il manquait plusieurs milliers d'effectifs dans la police judiciaire pour suivre ces enquêtes. Donc c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Et puis, il faut tourner le dos aussi à une logique qui soit une logique purement répressive d'attaque contre le consommateur. Il faut des politiques de santé publique aussi pour sortir les gens des addictions. Vous pensez que c'est une mauvaise cible que d'insister sur le fait qu'il faut, je dirais, criminaliser un peu plus le consommateur ? Pour vous, ça ne sert à rien ? Oui, je pense que ça ne sert à rien. Je pense que ça ne résout aucun problème. Consommateur, pas de trafic. Oui, mais en attendant, vous savez, il y a une personne sur deux en France qui a déjà consommé du cannabis. Donc cette logique-là, c'est la logique qui est à l'œuvre depuis des années et des années en France, et elle ne produit aucun résultat. Donc c'est précisément la raison pour laquelle je pense qu'il faut changer de logique. Et plutôt que d'envoyer des policiers pour aller chasser le petit consommateur, je pense au contraire qu'il faut concentrer les moyens dans le démantèlement des réseaux de la criminalité organisée. On ne le fait pas, malheureusement, depuis des années et des années. Maintenant, c'est ça qu'il faut faire. Et tout de suite, on n'a plus le temps d'attendre. Un mot sur les prisons de haute sécurité. Il y en a deux pour l'instant qui ont été initiées par Gérald Darmanin pour lutter en particulier contre les narcotrafiquants qui s'organiseraient de leur propre prison. Ça, vous pensez que ça ne répond pas non plus à une nécessité de les isoler pour éviter ces trafics ? Écoutez, ces quartiers-là, ils ont existé en France et dans les années 80, on a décidé d'y mettre un terme parce qu'ils étaient totalement inefficaces. Alors moi, je veux bien qu'on me dise 40 ans plus tard que ce qui ne marchait pas il y a 40 ans va marcher aujourd'hui, mais honnêtement, je n'y crois pas une minute. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous pensez que dans les prisons actuelles, c'est des gens qui arrivent et qui amènent les téléphones portables aux détenus pour leur permettre de s'organiser depuis leur prison ? Évidemment non, c'est qu'ils bénéficient parfois à l'intérieur des prisons de complicité, etc. Donc si vous voulez lutter, il faut par exemple prendre en compte cette question-là de la corruption, de comment vous avez des gens aujourd'hui qui se retrouvent complices de ces trafiquants. Et ça, c'est pas en modifiant la forme de la prison que vous allez répondre à cette problématique. Donc non, malheureusement, je déplore ce sentiment qu'on fait des annonces, qu'on fait du spectaculaire, mais que la situation concrète, elle ne bouge pas.
Alors on va revenir à un débat qui nous intéresse depuis longtemps, celui du budget de la France et de la sécurité sociale. Alors vous avez obtenu une victoire importante hier, c'est la proposition de la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité avec un blocage des prix. Alors ça, vous en parlez depuis très très longtemps, même avant ce budget-là. Alors on ne sait pas si ça tiendra à la route, puisqu'on ne sait pas où ira le budget. Une petite réaction sur cette courte victoire, je crois, 70 voix. C'est une mesure essentielle. Abstention du Rassemblement national, oui, mais toute la gauche favorable à cette Oui, c'est une proposition qui était dans notre programme, que l'on défend depuis de longue date, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, la pauvreté a atteint en France des records historiques depuis les années 70. Et donc l'idée de dire, comme ça existe d'ailleurs dans certains départements ou territoires d'outre-mer, qu'il y a un panier de produits de première nécessité sur lesquels on a des prix qui sont des prix bloqués et une absence de TVA, ce serait une manière évidemment de répondre à ces problématiques de pauvreté et de pouvoir d'achat. Maintenant, je ne raconte pas d'histoire, je sais que le gouvernement n'a pas l'intention de conserver cette mesure à l'issue du processus budgétaire et c'est un peu la difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui. On débat d'un budget dont on sait bien malheureusement qu'à la fin le gouvernement a l'intention de passer sa propre copie en force et contre les parlementaires. En un mot, vous voyez comment se terminer ce débat budgétaire, une loi spéciale, les ordonnances? Je ne sais pas, il y a différentes options qui sont sur la table. Moi, en tout cas, je souhaite que le budget tel qu'il a été proposé par le gouvernement soit battu, parce qu'il ferait beaucoup souffrir les Françaises et les Français. Donc évidemment, nous voterons contre ce budget. Et si le gouvernement a l'intention de passer son budget en force, par ordonnance par exemple, puisqu'on entend, ou par 49.3, puisqu'on entend parfois parler de ces différentes options, nous déposerons des motions de censure pour faire tomber le gouvernement, parce qu'il n'est pas possible que cette politique qui est minoritaire se poursuive par une forme d'autoritarisme d'un gouvernement qui décide tout seul et qui impose sa volonté aux parlementaires. Alors c'est vrai qu'on entend revenir la petite musique d'un 49.3, mais le Premier ministre, croyons-le, sur ce terrain-là, a dit qu'il ne l'utiliserait pas. On verra comment. On verra, j'entends même des députés socialistes qui se targuaient d'une grande victoire d'avoir obtenu le renoncement au 49.3, maintenant dire que finalement ce serait bien que le 49.3 revienne. À un moment, il faut être un peu sérieux. Alors nous verrons cela. Alors l'autre actualité pour vous, c'est dimanche. Vous avez une convention sur les municipales. Vous allez présenter 500 têtes de liste. C'est quoi le but? C'est d'essayer d'avoir des maires. Vous allez y aller seul, dans la plupart des cas. C'est d'avoir des maires ou d'avoir des élus dans les conseils municipaux pour pouvoir un jour, qui sait, avoir des sénateurs. Je rappelle que les élus dans les conseils municipaux sont les grands électeurs. Donc vous pensez pouvoir obtenir des villes en étant seul? Notre volonté, c'est d'abord de transformer la vie des habitantes et des habitants de nos communes. Et pour ça, à l'échelle municipale, on peut avoir des mesures. J'en donne quelques exemples. La gratuité des cantines scolaires pour faire en sorte que nos enfants puissent manger, parce que parfois, malheureusement, pour certains enfants, c'est le seul repas. Donc ça, c'est une mesure importante. Davantage de démocratie, le référendum d'initiative citoyenne à l'échelle des communes, le gel des loyers municipaux. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire concrètement à l'échelle des communes. Notre objectif, c'est d'abord ça, d'abord de mettre ces politiques au pouvoir. Ensuite, la France insoumise, effectivement, c'est une force politique jeune, donc elle n'est pas aujourd'hui très largement implantée dans les conseils municipaux. Et j'ai envie de dire, elle ne peut que progresser dans cette élection municipale et on a l'intention d'y aller à fond. Et on présentera effectivement ce dimanche des candidats, des têtes de liste. Dans plus de 75% des communes de plus de 30 000 habitants, il y aura des listes ou des candidatures avec des insoumis. Vous êtes basé à la fois sur le résultat de la présidentielle, mais aussi des législatives post-dissolution pour créer une espèce de cartographie de là où vous pourriez faire des bons scores? On essaye d'aller dans un maximum d'endroits. Notre volonté, c'est pas forcément d'y aller tout seul. On a mis sur la table quand même. Non, pas forcément. On a mis sur la table des propositions concrètes. Et si d'autres sont d'accord avec ces propositions, on construit des listes communes. Maintenant, on se heurte à une forme de sectarisme à gauche, en particulier du Parti socialiste, qui a dit sur tous les tons depuis des mois et des mois qu'il ne voulait d'alliance avec la France insoumise ni au premier ni au deuxième tour. Écoutez, nous, notre proposition, elle est simple. Partout où nous serons en tête au second tour des élections municipales, nous proposerons à toutes celles et ceux qui veulent se joindre à nous au deuxième tour pour faire basculer ces villes et permettre d'améliorer la vie des habitantes et des habitants. Alors une petite minute pour parler de Paris. Sophia Chikirou s'est lancée officiellement, sans trop de surprise, comme votre tête de liste à Paris. Est-ce qu'il faut être mis en examen à Paris pour pouvoir prendre la ville? Rachida Dati est mise en examen, aura son procès en septembre. Madame Chikirou l'est également pour suspicion d'escroquerie aggravée dans le cadre de la campagne présidentielle de 2017 de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi avoir quand même proposé Sophia Chikirou? D'abord, Sophia Chikirou, elle n'est coupable de rien.
Je vous rappelle qu'elle est totalement innocente et que les accusations dont vous parlez sont tout à fait fantaisistes. On se rappelle peut-être, il y a certaines années, il y a plusieurs années d'ailleurs, des perquisitions qu'avait subies la France Insoumise. Ça n'a rien donné. Donc moi, je veux bien que maintenant, on vienne nous chercher sur les campagnes présidentielles de 2017, qui étaient des comptes de campagne tout à fait honnêtes, tout à fait respectueux, validés d'ailleurs par la commission des comptes de campagne à l'époque. Donc franchement, si nos opposants à Paris n'ont comme pour argument que ces accusations fantaisistes, je pense qu'on ne va pas aller bien loin. Sophia Chikirou, elle est candidate d'abord pour transformer la vie des habitantes et des habitants de Paris et porter les propositions dont certaines, j'en ai parlé tout à l'heure. Et je crois qu'à Paris, comme partout dans le pays, on a besoin d'avoir des insoumis à la tête de la municipalité. J'espère que Sophia Chikirou pourra l'emporter aux élections municipales. En tout cas, je lui apporte tout mon soutien, évidemment.